lorsque j'ai été interrogé, il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine de jours, c'était indiscutablement le début de ce qu'on peut appeler la deuxième vague. De la Covid-19, avec une augmentation du nombre de cas de contamination et augmentation pratiquement d'allure exponentielle. On le voit aujourd'hui, on est à plus de 5000 cas sur les 24 dernières heures, alors qu'il y a 8 jours, on était encore à moins de 1500 cas. Donc on est vraiment sur une progression exponentielle de la contamination. Elle était liée à le quasi-abandon des gestes barrières pendant la période estivale, en particulier dans une tranche d'âge qui va de 15 ans à 40 ans, avec une prédominance entre 15 et 25 ans, qui correspond en fait à la catégorie de population aujourd'hui où, au sein de laquelle le virus circule très activement. Et donc on se rend compte aussi que pour l'instant, cette circulation active du virus dans ce groupe de personnes n'occasionne pas ou très peu de tensions hospitalières ou sur les services de réanimation. Et c'est normal parce que les jeunes en bonne santé vont faire des formes modérées, voire asymptomatiques. Et en particulier, on se rend compte que plus de la moitié sont asymptomatiques, et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'ils ont le virus sans savoir qu'ils ont le virus. Et on sait très bien, plusieurs papiers l'ont montré, que le fait d'avoir ou pas des symptômes n'est pas corrélé au fait d'être contagieux. Autrement dit, lorsqu'on est asymptomatique, on est autant contagieux que quand on est symptomatique. Et donc cette population-là, pour le coup, représente un facteur d'aggravation de la situation épidémique sur lequel on peut potentiellement agir. Et donc la proposition du coup qui était la mienne et qui est toujours la mienne, c'est de dépister massivement les jeunes de 15 à 40 ans dans cette période très critique qui précède la rentrée, de façon à ce que l'on puisse individualiser le maximum de porteurs asymptomatiques dont on sait qu'ils sont contagieux pour justement les soustraire par la quatorzaine aux situations de contact avec d'autres personnes qui pourraient être plus fragiles du fait de l'âge ou du fait de la présence de maladies sous-jacentes. Et dès lors que l'on aurait un transfert massif du virus des jeunes en bonne santé vers des groupes de personnes fragiles, à ce moment-là, on verrait une tension très forte sur les hôpitaux et en particulier sur les services de réanimation. Donc pour moi, le dépistage massif aurait pour vertu, à cette période clé dans laquelle on se trouve, de pouvoir dépister, tracer, isoler les asymptomatiques contagieux de façon à casser la dynamique épidémique qu'on observe depuis quelques semaines maintenant. Alors, se faire tester aujourd'hui, moi ce dont je parle, c'est les tests qui permettent d'identifier la présence du virus et non pas la recherche d'anticorps dans le sang et la sérologie, qui, elle, ne permet pas de renseigner sur le fait qu'on est ou pas contagieux. Donc c'est vraiment ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les gens sont porteurs du virus et donc sont potentiellement contagieux. Donc le test, c'est le prélèvement, l'échantillonnage au niveau nasopharyngé par le nez, avec la technique de PCR pour identifier le virus derrière, ou le test salivaire. Le test salivaire, en France, on a encore quelques hésitations sur la performance de ce test. Aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, il est maintenant très largement utilisé. Et c'est, je pense, quelque chose sur lequel il faut s'appuyer parce que ça fait beaucoup de monde à tester. Alors, comment on fait en pratique? En pratique, aujourd'hui, le test est gratuit.
Et on n'a plus besoin d'ordonnance. Donc il faut se manifester auprès d'un centre de dépistage en indiquant qu'on a été dans une situation à risque, et donc bien qu'on n'ait pas de symptômes, mais on a été dans une situation à risque, et donc on préfère se faire dépister pour éviter de transmettre le virus dans son cercle familial, ou dans son cercle professionnel, ou dans son cercle universitaire si on va à la fac. Il y a deux remarques qui me sont faites à chaque fois. La première, c'est de dire oui, mais on sait qu'il y a des faux négatifs. Oui, il y a 20 à 30% de faux négatifs. Mais c'est pas le sujet, ça, en matière de santé publique. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle, dans le monde entier, on teste massivement les gens. Hein. Mais d'un point de vue santé publique, si on veut freiner la dynamique épidémique, il suffit d'agir sur une proportion suffisante de groupes de personnes. Et donc le fait qu'il y ait des faux négatifs n'aura qu'un impact mineur sur cette action-là. Le deuxième écueil, l'objet ici est vraiment conjoncturel, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre d'intervention très courte, puisqu'il s'agit de passer le cap de la rentrée en réussissant à casser la dynamique de l'épidémie, et en essayant d'empêcher que la forte activité de circulation du virus chez les jeunes ne se transpose dans le groupe de personnes fragiles. C'est ça qu'il faut empêcher. Donc c'est une action ponctuelle. Et le principe, c'est on va dépister, et puis on va tracer, isoler ceux qui seront positifs, et ceux qui seront négatifs, eh bien on va considérer qu'a priori, ils ont eu un comportement vis-à-vis des gestes barrières a priori adéquats et appropriés, et donc leur simplement conseiller de poursuivre ce même comportement et de le renforcer, notamment par le port du masque dans toutes les circonstances et dans tous les lieux, sauf à son domicile. Alors il y a une question qui est d'actualité aujourd'hui, qui est de savoir est-ce qu'il y a eu un papier qui est paru il y a quelques jours dans le Lancet, qui suggère qu'il y a une mutation qui serait associée avec une moindre gravité de la Covid-19. Bon, en réalité, je crois qu'il faut être très prudent. Il faudra que cette information puisse être confirmée par d'autres, et surtout confirmée en vie réelle. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les spécialistes virologues considèrent que globalement le virus est toujours le même s'il y a eu plusieurs mutations, mais ces mutations n'ont pas altéré les conséquences liées à la contamination par le virus. Et donc, il est prématuré, effectivement, aujourd'hui, de penser que le virus est changé, et que parce que le virus est changé, c'est pour cela que l'on observerait des formes moins graves et moins de décès. En fait, dans la réalité, si on regarde au niveau planétaire, il n'y aura jamais eu autant de décès à l'échelle mondiale que ces dernières semaines, et jamais eu autant de cas. On approche le million de décès à l'échelle planétaire. L'augmentation numérique du nombre de contaminés qu'on observe aujourd'hui, elle pourrait se traduire par une surmortalité, mais de façon décalée, dans 6 semaines. C'est pas maintenant qu'on va observer une éventuelle surmortalité liée à cette augmentation des cas. Donc moi je pense qu'il faut se laisser du temps avant de considérer que la mutation observée du virus est associée avec une moindre gravité de la maladie. La question qui se pose quand même malgré tout, c'est que c'est vis-à-vis du vaccin, mais ou des vaccins plus précisément. Ceci étant, contrairement au virus influenzae, au virus de la grippe, les coronavirus ont quand même mutent moins profondément
que le virus de la grippe, pour des raisons virologiques et liées à la structure virologique du virus. Le virus influenza, c'est plus un puzzle d'ARN et donc beaucoup plus fragile vis-à-vis des mutations, y compris des mutations importantes, que ne le sont les coronavirus. Un dernier mot pour les jeunes. D'abord, pour les jeunes de notre spécialité, les jeunes jeunes médecins qui ont déjà fait le choix de cette belle spécialité qu'est la médecine intensive réanimation, ou qui se posent la question de ce choix-là, voilà, je peux leur dire que c'est un beau métier que celui de la médecine intensive réanimation. On est souvent au cœur de la médecine. On est souvent au premier plan lorsqu'il y a des situations de crise sanitaire comme celle que l'on vit. On est une spécialité qui est polyvalente au sens où on n'est pas une spécialité d'organes, donc on s'intéresse à la globalité de la personne et pas à un organe particulier, et ça c'est une différence importante par rapport aux autres spécialités, ce qui donne à la spécialité dans son exercice une polyvalence et une transversalité, et ce qui fait qu'on est en permanence en contact avec nos collègues spécialistes de pratiquement toutes les autres spécialités. Voilà, c'est une belle discipline que moi j'encourage les jeunes à rejoindre. Après, pour les jeunes éventuellement non médecins, non soignants qui regarderaient cette vidéo, j'ai un message principal à leur faire passer dans la situation de crise sanitaire dans laquelle on se trouve, c'est plus que jamais, les jeunes aujourd'hui ont les clés de l'endiguement de la deuxième vague qui s'annonce. La deuxième vague qui s'annonce et qui a débuté aura un impact peu important sur le système de santé s'il y a une forte mobilisation des jeunes pour l'en empêcher. Ils détiennent la clé de la solution, et en particulier en allant se faire dépister et en s'isolant s'ils sont positifs, et en considérant qu'ils doivent coûte que coûte, eux, empêcher que les personnes fragiles de leur entourage ne contractent la maladie.